Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de David Hume, grand philosophe écossais des Lumières que je n'ai plus abordé depuis un certain temps sur cette chaîne. J'ai décidé d'y revenir car je suis bien conscient que je suis loin d'avoir fait le tour de son système, notamment concernant ses théories morales et politiques que je n'ai pas vraiment abordées jusqu'à présent. Hume est un auteur technique, peu évident à aborder quand on est un simple novice, et qui a eu une influence immense sur Kant. Il est donc indispensable de le connaître un minimum. Je vais commencer par faire quelques rappels sur sa pensée. Ça ne peut pas nous faire de mal, on sait jamais. Tout d'abord, la pensée de Hume est un mélange d'empirisme et de scepticisme. Il est empiriste car il pense que toute connaissance dérive d'une manière ou d'une autre de la sensation et qu'il n'y a strictement aucune idée innée, comme Locke avant lui. Mais Hume considère également que nos connaissances sont établies à partir d'inférences et de probabilités. Rien n'est jamais certain car nous généralisons ce que nous observons par habitude afin de rendre le réel plus commode et plus prévisible. J'ai développé sa théorie de la connaissance dans un vieil enregistrement très complet auquel je vous renvoie pour plus de précision sur ce point. Il a bien vieilli, je trouve. C'est donc son traité de la nature humaine qui est l'œuvre incontournable de Hume, qui va de nouveau nous intéresser ici. Au livre 1 du traité, Hume s'intéresse à l'entendement humain, à la manière dont l'esprit établit ses connaissances. Il consacre un bon moment également aux associations d'idées qui ont lieu quand on développe les connaissances. Donc je ne vais pas me prononcer dessus ici. Au livre 2, il s'intéresse au rôle que jouent les passions humaines dans nos prises de décision et concernant notre sensibilité. Enfin, au livre 3, il développe une théorie morale qui va découler des points précédents. Il est vraiment important que je détaille un minimum ce qu'il dit au livre 2 avant d'en venir au livre 3, évidemment. Donc la distinction que fait Hume entre impression de sensation et impression de réflexion dans le livre 1 du traité va nous être utile pour mieux comprendre la façon dont Hume conçoit les passions. Il y a d'un côté ce qui s'impose avec vivacité à l'esprit de manière immédiate, impression de sensation donc, et ce qui apparaît à mon esprit après coup via la médiation d'une réflexion. Impression de réflexion. Avant toute chose, il faut bien comprendre que l'intérêt de Hume concernant l'éthique ou la morale réside dans le fait qu'il s'agisse d'une morale des sentiments. Il y a d'ailleurs de nombreux points communs avec les théories de son ami Adam Smith, écrivant une théorie sur les sentiments moraux, et dont j'ai déjà parlé ici, en particulier l'importance du mécanisme dit de sympathie. On mesure l'originalité de Hume sur ce point si on se demande ce qu'est généralement une action dite morale. En effet, il est commun de considérer que toute action morale est une action altruiste qui fait passer l'autre avant soi. Dans une perspective rationnelle, on dira qu'elle est conforme à la raison. La raison serait la faculté qui permet à l'homme d'agir moralement, car elle lui permet d'agir autrement que par passion. Elle permet à l'homme de se détacher de son instinct animal. Kant fera même de la raison, dans sa critique de la raison pratique, ce qui permet à l'homme d'agir autrement que tel que la nature a fait l'homme. Elle lui permettrait de conserver l'autonomie face à ses passions et d'agir vertueusement de façon désintéressée. Bien sûr, on retrouvait déjà ce genre d'idée chez Descartes qui indiquait dans son traité des passions de l'âme que la raison était ce qui permettait à l'homme d'agir face à la tentation de la passion et qu'elle permettait d'agir conformément à son humanité. Il développait d'ailleurs plus antérieurement sa célèbre théorie de la liberté d'indifférence, sur laquelle je me suis déjà penché comme étant la capacité à agir indifféremment de toute passion. Bref, c'est face à une perspective se voulant rationaliste, le kantisme empruntant par la suite beaucoup à ce courant de pensée au niveau éthique,
que Hume développe une théorie originale et très intéressante sur la question en diminuant drastiquement le rôle de la raison dans le contrôle des passions et dans la formation de nos idées de bien ou de mal qui sont à la base même de la morale. Tout d'abord, Hume démontre aux sections 1 et 2 du livre 2 de son traité que toute action a lieu conformément à un motif, et que ce motif-là est une passion. Bon, là, c'est vraiment le passage où il s'intéresse au problème métaphysique du libre arbitre et de la liberté humaine. Donc, autrement dit, une action épurée de la moindre intention, ça n'existe pas. D'ailleurs, non sans une certaine ironie, Hume ira jusqu'à dire qu'il est immoral, en tout cas contraire à la morale, de ne pas vouloir considérer les passions qui servent de mobile aux actions, puisque c'est à partir d'elles que l'on peut déterminer si l'action a été réellement vertueuse ou non. Agir sans passion, ça reviendrait à agir sans motif. Ça n'aurait pas de sens. Il y a des motifs plus ou moins moraux, et ces motifs sont des passions, et il y a toujours des motifs passionnels qui influent sur notre volonté et nos prises de décision. La question étant de savoir lesquels afin de se prononcer sur la valeur morale de l'action. Par exemple, est-ce par amour-propre ou par bienveillance que j'ai décidé d'aider cette personne ? Pour le savoir, il faut savoir quelles passions ont guidé mon action. Donc Hume ne nous donne pas encore de critères servant à identifier une action comme étant morale ou non, mais il fait quelque chose de très important qui va compter au livre 3 du traité de la nature humaine, puisqu'il exclut la raison du champ même de la morale. Une action n'est pas morale si elle est conforme à la raison, puisque la raison n'est pas une faculté étrangère à la sensation. De la même façon que nos sensations sont des impressions qui vont ensuite permettre le développement de nos idées qui en sont des échos affaiblis, ce sont nos sentiments qui nous font sentir ce qui est juste ou ce qui est injuste, ce qui est bien et ce qui est mal. La raison n'est pas une faculté étrangère à notre volonté qui pourrait intervenir pour lui empêcher de prendre telle ou telle décision passionnelle que nous pourrions regretter. Je cite Hume, « La raison est, et elle ne peut qu'être, l'esclave des passions. Elle ne peut prétendre à d'autres rôles qu'à les servir et à leur obéir. » Fin de citation. Cette citation est essentielle car elle modifie en profondeur la façon dont l'école rationaliste pensait la raison comme faculté humaine, rendant l'homme maître de ses passions. On pensait que c'était en se montrant raisonnable que l'on pouvait se tempérer, éviter de faire le mal, mais que nenni. Si comme la princesse Élisabeth le faisait déjà remarquer à Descartes dans ses correspondances avec lui, il est possible de faire le mal alors même que l'on sait que c'est le mal et qu'on le voit, c'est justement que la raison est faible face aux passions, voire même qu'elle leur est soumise. Hume résout le problème de l'impuissance de la raison face aux passions en la faisant déchoir de son statut de guide éclairé en matière de morale, en montrant précisément qu'elle n'est que l'esclave des passions. Elle ne peut en venir à bout. Lorsque je prends une décision, ce n'est pas ma raison qui a tranché, mais une passion plus forte qui a pris le dessus sur une autre. Par exemple, cet individu m'importune, je sens la passion directe de colère monter en moi, et je pourrais tout à fait lui mettre une calotte sur la bouche, lui administrer un soufflet bien mérité, mais la passion indirecte d'amour-propre que j'ai en moi va faire contrepoids et m'empêcher de me montrer violent, car mon amour-propre m'interdit de me laisser aller à la violence physique ou verbale et de me donner en spectacle en public. Je parle ici de passions directes ou indirectes, car Hume distingue les passions directes qui sont l'objet d'une réaction incontrôlée à des stimuli extérieurs, la colère dans mon exemple ou la tristesse face à quelque chose de déplaisant, ou la joie face à quelque chose de plaisant à l'inverse. Donc c'est les passions qui sont immédiates, instantanées, et les passions indirectes, au contraire, elles ne sont pas immédiates.
Elles font appel à une réflexion suivant les impressions de sensations antérieures, l'amour-propre ou la honte par exemple, qui mettent en perspective la manière dont j'apparais à l'autre et qui nécessitent déjà une certaine expérience préalable. La raison, ainsi que Hume nous le dit dans la section 3 du livre 2, joue un rôle de calcul, pourrait-on dire, dans la mesure où elle est une faculté qui nous permet simplement de déterminer ce qui est le plus avantageux ou le plus nuisible dans notre situation. En fait, la raison ne permet pas de vaincre une passion ou de la faire taire, puisque comme je viens de le dire, il y en a toujours une qui prend le dessus sur l'autre. Elle est soumise à la passion et va simplement lui permettre de s'exprimer de la façon la plus adéquate possible. Elle permet, cette raison, l'élaboration des moyens que l'on estimera adéquats pour parvenir à nos fins. Donc on peut le dire que c'est une faculté de calcul. La raison ne joue aucun rôle dans la présence de nos passions qui dépendent seulement d'un mécanisme naturel qui agit en nous, de telle sorte que nous cherchions ce qui nous est utile et fuyons ce qui nous est nuisible. Cela, la raison ne peut le nier, elle n'est qu'un outil pour calculer les moyens les plus adéquats pour parvenir là où la passion ayant le plus de force veut nous faire parvenir. D'accord ? Donc, c'est d'ailleurs de cette idée que vient la célèbre citation de Hume, extrêmement provocatrice si on ne la contextualise pas. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon doigt. Fin de citation. Donc ce que Hume, qui n'était pas un psychopathe pour autant qu'on sache, veut dire ici, c'est que ce n'est pas la raison qui nous donne la norme du bien ou du mal. La preuve, puisqu'elle n'est qu'une faculté de calcul, elle peut nous faire préférer la disparition du monde entier à une simple égratignure au doigt. Ce serait le comble d'un égoïsme et d'une immoralité extrême pris ainsi. Mais justement, si notre passion pour l'intégrité de notre corps est délirante et que notre passion pour le genre humain est inexistante, eh bien la raison nous permettra de prendre en compte tous les moyens possibles pour éviter la moindre égratignure, même si cela doit aller jusqu'à souhaiter la disparition de tout le genre humain. Bon, en passant, je vois pas vraiment dans quelle situation ce dilemme ne s'imposerait. Si tu te dépêches pas de te faire égratigner le doigt, l'humanité va disparaître. Bon, c'est assez curieux. Enfin voilà, c'est vraiment pour illustrer le fait que la raison soit complètement étrangère au champ de la morale, et je pense que c'est assez clair. Mais évidemment, cet exemple-là est pour le moins radical et pas très sympa. Entendons-nous bien là-dessus. Donc, la raison est étrangère à la morale, et si toute passion est conforme à la raison, eh bien, la raison n'en est que l'instrument. Toute passion ne pouvant plus être déraisonnable, si on pousse le raisonnement à son terme, puisque ce n'est qu'un outil à leur service. Donc comment expliquer que les philosophes jusqu'à Hume aient à ce point fait grand cas de la raison, cette espèce de potiche toujours prête à servir plus fort qu'elle, même si c'est un affreux personnage? Eh bien, c'est très intéressant et original, mais Hume considère que c'est encore une question de degré, d'intensité le problème. Vous voyez, ce qui est très fort, c'est que Hume, il se contente pas simplement de redéfinir la raison de manière novatrice et originale, il va en plus expliquer pourquoi les philosophes avant lui ont fait erreur, parce que encore faut-il expliquer l'erreur des philosophies précédentes. Donc de la même façon que dans sa théorie de la connaissance, je ne confonds pas une idée avec une sensation du fait que la sensation soit plus vive et s'impose à ma conscience de manière plus prononcée, puisque l'idée c'est quelque chose qui découle de la sensation mais qui arrive après et qui en a une version affaiblie comme je l'ai rappelé. De la même façon, il existe des passions plus ou moins fortes que d'autres qui me feront agir plus ou moins moralement aux yeux d'autrui. D'après Hume, l'opposition entre raison et passion, elle est liée à une erreur de l'imagination, une erreur humaine à propos de passions dont le degré d'intensité demeure variable. Par exemple,
On s'imagine souvent que les vieux couples ont un amour de raison, car ils ne s'aiment plus vraiment, ou bien que leur amour est devenu une forme d'amitié raisonnable, mais en réalité c'est faux. La raison ne joue pas de rôle là-dedans, ils s'aiment toujours, mais d'un amour mesuré, dont l'intensité des premières années de mariage s'est envolée avec le temps. Il s'agit d'une passion calme, faible en intensité, qui est simplement moins forte en intensité que l'amour-passion, l'amour passionnel, pouvant prendre la forme d'une passion violente, à l'inverse. La tendresse et la bienveillance qui les unissent s'apparentent plus à une passion indirecte qu'à une passion directe, puisqu'ils ont un certain vécu ensemble, voyez. Il en va de même concernant la colère, qui apparaît comme une passion violente et une passion directe, c'est une passion qui survient par réaction, comme j'ai déjà dit. Donc elle peut laisser place à des comportements destructeurs passés un certain degré d'intensité, et elle demeure d'intensité beaucoup plus élevée qu'une rage contenue face à un obstacle face auquel nous sommes bien obligés de garder notre calme. Le temps que peut mettre un bouchon à se dégager sur la route, par exemple. Ah, il vaut mieux garder son calme parce que sinon, je vous dis pas les dégâts. Donc, celle-ci survient par réaction à un élément qui nous déplaît fortement. Et cette colère-là, comme passion, elle est immédiate. Les passions se muent et se développent en fonction d'un degré d'intensité amené à évoluer au cours de l'expérience. Par exemple, si une personne nous amenant à ressentir initialement de l'antipathie fait de façon répétée des actes qui semblent aller à l'encontre de nos intérêts, la passion initiale d'antipathie pourrait passer un certain seuil d'intensité qui la changera en haine. Elle laissera la place à une nouvelle passion, voire en colère après cette personne, si la simple vue de cette personne suffit ensuite à susciter de manière immédiate la colère. Donc, nos passions sont donc raisonnables quand ou on pourrait dire morales plutôt, quand leur intensité ne risque pas de laisser libre cours à des comportements ou des agissements rendant la vie en société difficile, mais la raison n'a rien à voir là-dedans, c'est plutôt une question de degré d'intensité de nos passions. Elles sont plus intenses quand elles sont immédiates et engendrent des réactions souvent spontanées. On peut difficilement faire autrement, enfin on peut pas vraiment faire autrement que de réagir dans ce genre de situation. Il y a des choses qui spontanément nous font ressentir de la tristesse, de la colère ou de la joie. Donc ce qu'il faut retenir et qui est vraiment intéressant, c'est que la raison, on croit à tort que c'est elle qui intervient quand on pense avoir le contrôle de soi, quand on pense avoir le contrôle de ses passions, mais non, en fait, c'est juste que y a une passion qui est plus ou moins réfléchie ou au contraire qui est plus ou moins immédiate. Et donc il y a des degrés d'intensité qui diffèrent selon les passions. Et vu que les philosophes avant, ils n'ont pas fait la distinction qu'a fait Hume entre les passions directes, les passions indirectes, et qui n'ont pas pris garde au degré d'intensité des passions qui régissent notre vie affective, ils ont invoqué la raison à tort, vous voyez, alors qu'elle est finalement pas grand-chose. Donc ces passions se développent et s'équilibrent grâce à un sentiment essentiel, celui de sympathie, qui est à la base de toute la théorie des passions de Hume et au fondement de la morale. Parce que oui, sinon on se demande bien comment on fait justement pour pas être constamment emporté par des passions qui pourraient s'avérer violentes et qui pourraient nous empêcher de cohabiter les uns avec les autres. C'est grâce à la sympathie. Donc la sympathie est indirectement liée à la vie sociale. Elle est ce qui permet la connexion avec autrui et la formation de nos principes moraux. Elle favorise également la présence de passions indirectes, davantage mesurées et incluant autrui. La sympathie a lieu en 3 étapes. Tout d'abord, la ressemblance avec autrui. Il faut percevoir une ressemblance, donc par familiarité, par la présence de caractéristiques physiques communes, j'identifie autrui à un autre que moi. Il a un tronc, des bras, une tête, c'est déjà ça. C'est la phase d'identification, elle est primordiale.
car je ne peux pas me sentir affecté par une personne qui ne s'apparente pas à un autre que moi. C'est d'ailleurs ce qui explique sans doute pourquoi les parents sont capables d'aimer leurs enfants malgré leur pénibilité, car ils ont suffisamment de ressemblances physiques avec eux qui les amènent à les considérer comme un prolongement d'eux-mêmes. Ensuite, vient la deuxième étape qui est l'observation d'un intérêt commun. L'expérience nous enseigne que nos actions ont des effets profitables ou nuisibles sur notre entourage, suscitant ainsi l'approbation ou la désapprobation de celui-ci, et c'est à partir de cette expérience que nous développons des idées de bien ou de mal, que nous étendons ensuite à l'échelle de la société, qui demeure un cercle plus large que celui de la famille, et bien ce qui va m'être utile à moi et à mon entourage, et donc mal à l'inverse ce qui va nuire à moi ou à mon entourage, compte tenu du fait que j'ai bien besoin de vivre en étant entouré par des gens. Hein. Je peux pas vivre tel un loup solitaire, mais ça je vais y revenir après. Donc nous apprenons qu'il est préférable de vivre en entente avec les nôtres plutôt qu'en conflit avec ceux-ci. Et nous apprenons ainsi que le bien correspond à l'utile et le mal au nuisible. En fait, la vertu renvoie à l'utilité et le vice va renvoyer à l'inverse à ce qui n'est pas utile, ce qui est même nuisible. Enfin, c'est lors de la troisième étape, qui est l'observation des émotions véhiculées par le comportement d'autrui, par sa gestuelle, sa mine, quand il fronce les sourcils en nous regardant, ou quand il hausse les sourcils, par exemple, à l'inverse, ou de manière générale, son attitude, hein. C'est ce qui va nous faire nous désintéresser, nous décentrer notre propre point de vue et adopter son point de vue à lui en faisant le lien entre son expérience et la nôtre. Nous sommes touchés par ce qu'autrui a l'air de ressentir ou ce qu'il fait et nous allons ainsi en tenir compte dans nos actions. La sympathie est au cœur de notre vie affective. Elle est ce qui, par la présence d'autrui, permet le développement des passions. Par exemple, la beauté d'une personne peut la rendre orgueilleuse par sympathie avec autrui, lui permettant de se sentir flattée par son regard et d'éprouver de la fierté. Après réflexion, elle peut repenser à la convoitise qu'elle exerce et elle peut se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis belle !» ou « Qu'est-ce que je suis beau !» Bon, voilà. Inversement, la sympathie peut nous faire ressentir de la honte ou de la gêne si nous sommes regardés avec un air réprobateur par autrui. La sympathie permet l'empathie et l'équilibre des passions humaines. Si un ami est triste, sa tristesse va nous affecter, et le fait que celui-ci observe sur notre visage que nous sommes tristes pour lui va légèrement diminuer sa tristesse, par exemple. C'est un genre de situation où la sympathie, dans ce cas-là, permet un certain équilibre des passions. De même, si un individu nous voit en colère dans une certaine situation et que cette colère semble exagérée, son regard réprobateur va nous amener à baisser légèrement le degré de colère que nous éprouvons jusqu'à ce que ce dernier semble acceptable d'un point de vue extérieur impartial. C'est un exemple assez classique pour comprendre la manière dont la sympathie entraîne une forme de régulation des passions. Mais vous voyez que c'est pas la raison qui intervient, c'est juste que on est un minimum soucieux en principe du regard d'autrui, de certaines convenances, et précisément parce que on a une forme de sympathie. Elle est là, et heureusement qu'elle est là, parce que sinon on serait même pas capable de vivre en famille, en société ou dans un état, à plus grande échelle. En résumé, nous sommes en sympathie avec autrui, dès lors que nous l'identifions à un autre nous-mêmes, dont nous ne souhaitons nullement la désapprobation, et dont nous sommes potentiellement réceptifs au jugement sur nous-mêmes. Vous l'aurez compris, la morale dépendra par conséquent de l'agent vers lequel on a de la sympathie, des agents vers lesquels on a de la sympathie d'ailleurs, parce que si on a qu'un, on est mal barré. Elle n'est pas éternelle, la morale, et demeure conditionnée par nos sentiments, vis-à-vis de ceux pour lesquels nous avons un engagement affectif prenant la forme de la sympathie. Et bien entendu, Hume en déduira aussi que cette
cette dimension relative à certaines communautés de la morale entraîne des différences culturelles en matière de bien ou de mal, mais il cède pas vraiment la place à un relativisme non plus, parce qu'il dit qu'au minimum, toutes les communautés sont capables de s'entendre sur la nécessité d'un bien ou d'un mal qui permettent justement de cohabiter en bonne intelligence et de s'entendre. Donc ce point qui porte justement sur le fonctionnement de la sympathie, Hume le développe ensuite au livre 3 du traité de la nature humaine consacré à la morale. Dans la partie 1, section 1 du livre 3, Hume nous explique que la morale n'est donc pas une affaire de jugement de la raison, mais de sentiment. C'est toujours un motif affectif qui nous incline à faire le bien ou le mal. Il y a un bien ou un mal qui est aimé ou haï, et donc ressenti. Ce sont des distinctions morales qui sont l'affaire de passion, la vertu étant liée au plaisir et le vice au déplaisir. Mais justement, le plaisir est lié à l'approbation d'autrui d'un point de vue social, et le déplaisir à sa déprobation. Toutefois, c'est un fait, il existe des personnes immorales dont les passions et les actions vont à l'encontre d'une vie paisible en société, car la sympathie est un sentiment qui peut ne pas s'étendre à chaque membre de la communauté. D'où la nécessité de lois pour établir une dissuasion servant à conjurer l'injustice de quelques-uns. C'est précisément ce que nous explique Hume au livre 3, partie 2, section 2 de son traité, où ce dernier fait découler la morale humaine des sentiments de justice et d'injustice en plusieurs temps. Tout d'abord, Hume nous montre bien que les hommes ne sont nullement sociaux par nature et qu'ils ne se résignent à une vie en société que pour satisfaire au mieux cet égoïsme, allant de pair avec une faible générosité, lorsqu'il dit, je cite, « Après que les hommes ont découvert par l'expérience que leur égoïsme et leur générosité limitée, s'exerçant librement, les rendent totalement inaptes à la société, et qu'ils ont en même temps observé que la société est nécessaire pour satisfaire ses passions mêmes, ils sont naturellement conduits à se soumettre à la contrainte de règles, telles qu'elles puissent en rendre le commerce plus sûr et plus commode. Ainsi, à s'imposer et à observer ces règles, aussi bien en général que dans chaque cas particulier, ils ne sont d'abord conduits que par l'intérêt, et ce motif est suffisamment fort et contraignant pour la première formation de la société. » Fin de citation. Les hommes établissent donc une société régie par des règles qui vont leur permettre de donner un cours social à leur égoïsme. Ils s'efforceront à respecter les contrats et les engagements qui les unissent les uns par rapport aux autres, afin d'éviter des sanctions. Leur intérêt à pouvoir bénéficier en toute sérénité du bien de la société conjure l'égoïsme à court terme qu'ils pourraient avoir à s'arnaquer mutuellement, pourrait-on dire. Le juste, établi par convention, vise la satisfaction d'un intérêt à long terme qui demeure relatif à ce qui avantage chacun de manière générale. Les règles de vie en société donnant un cadre aux individus au sein duquel leur liberté peut s'exercer sans qu'un membre de la communauté ne soit lésé. Donc il y a vraiment cette précision importante à faire, selon laquelle la justice est toujours liée au long terme. Je suis injuste finalement pour Hume quand je ne perçois que mon intérêt à court terme et que j'en viens par conséquent à nuire à autrui. Voyez, jusque-là, les individus sont unis par un intérêt commun dans lequel se dissout leur intérêt égoïste valable à court terme. Pourtant, les hommes ne parviennent pas à s'y tenir pour de bon. C'est pour ça d'ailleurs que Hume dit que ça marche qu'avec la première forme d'association, en petit nombre. Et Hume dit que cela ne fonctionne que pour un petit nombre d'individus, donc. Et dans l'extrait qui suit, Hume a l'intuition géniale justement d'établir un parallèle entre degré de moralité d'une société et proportion démographique. Je cite, « Mais quand la société est devenue nombreuse et a atteint les dimensions d'une tribu ou d'une nation, cet intérêt est plus éloigné et les hommes ne perçoivent pas avec autant de facilité que dans une société plus étroite et plus resserrée
que la confusion et le désordre suivent toute transgression de ces règles. Fin de citation. Ce que Hume explique ici, c'est précisément que l'injustice et l'immoralité sont liées à la difficulté à percevoir le long terme, mais surtout l'intérêt qui nous unit les uns aux autres. Entre membres d'une même famille, si je casse par exemple le hocher de ma petite sœur qui chiale, cela va immédiatement créer une mauvaise ambiance, et je vais me faire punir comme il se doit, mais quand je prends un transport en commun, et que je me sens cerné par le nombre, et que j'entends un gamin qui n'est pas le mien brailler, qu'est-ce qui m'empêche de faire de même avec son hocher à lui, et de prendre la fuite très vite après avoir accompli mon sinistre forfait ? Eh bien, lorsque nous sommes pris dans la masse, justement, non seulement nous avons du mal à considérer ces dizaines de passants que nous croisons tous les jours comme nos semblables, mais surtout nous perdons de vue l'intérêt qui nous unit et le désordre auquel nous contribuons en nous en prenant au bien d'autrui. Désordre qui pourrait bien se retourner contre nous et auquel nous sommes en train de contribuer par notre manque de civisme, voyez ? Donc en ce sens, les actes d'incivilité, là on voit à quel point la théorie de Hume est très concrète, ces actes-là sont accrus par le fait même que nous ne parvenons pas à mesurer l'intérêt qui nous unit du fait de la trop forte population qui nous entoure. Personne ne peut vouloir vivre dans une société où tout le monde se permet d'insulter ou de manquer de respect à tout le monde. Pourtant, puisque nous nous dissocions à tort des intérêts de notre prochain et pensons ne plus jamais avoir affaire à cette personne étrangère par la suite, il nous paraît préférable de nous montrer grossiers. Vous voyez, on calcule mal notre intérêt, déjà parce que si ça se trouve, on va la recroiser, hein, on sait jamais, le monde est petit, mais surtout en plus, en faisant ça, on contribue à un désordre et à une forme d'incivilité qui, si elle tend à se généraliser, va finir de toute manière par nous être nuisible. Vous voyez ? Donc ce qui est intéressant, c'est que l'accumulation numérique des individus et la concentration de la population joueraient un rôle dans l'évolution des mœurs et dans le degré de moralité ou d'immoralité auquel nous sommes susceptibles de nous livrer. On a du mal à mesurer l'intérêt qui nous unit. Vous voyez, à partir du moment où on est pris dans la masse. Bon, cependant, Hume ne pense pas que cela soit une fatalité. Grâce à la sympathie et à son mécanisme décrit précédemment qui permet la régulation des passions humaines et la diminution de cet égoïsme naturel, je cite, « Néanmoins, bien que dans nos propres actions nous puissions souvent perdre de vue cet intérêt que nous avons à maintenir l'ordre et suivre un intérêt moindre et plus immédiat, nous ne manquons jamais de remarquer le préjudice que nous subissons de l'injustice des autres, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, puisqu'en ce cas nous ne sommes pas aveuglés par la passion ou influencés par quelque tentation contraire. Mieux, quand l'injustice est éloignée de nous au point de nous toucher notre intérêt d'aucune façon, elle nous déplaît encore. Parce que nous la regardons comme préjudiciable à la société des hommes et pernicieuse pour tous ceux qui approchent la personne qui en est coupable. Fin de citation. Selon Hume, l'expérience de l'injustice vécue vient donc nous permettre de prendre le contre-pied de notre penchant à l'injustice, parce que quand c'est nous qui la vivons, là on n'a aucun mal à réaliser à quel point c'est désagréable, déjà. Mais Hume va plus loin, il dit pas que c'est le seul moyen de comprendre ce que c'est que l'injustice. Il dit que lorsque nous sommes tentés de commettre une action nuisible à autrui et profitable à nous-mêmes, nous sommes aveuglés par notre égoïsme, mais lorsque notre intérêt n'entre pas en jeu, nous sommes capables de ressentir cette injustice dans notre chair comme nuisible. Soit justement en faisant soi-même l'expérience, soit en la constatant même chez autrui, sans y avoir pris part, voyez ? Nous ne sommes pas seulement capables de ressentir comme nuisible à nous-mêmes l'injustice subie, mais également pour autrui, puisque nous savons que ce qui nous nuit à autrui et par extension à la société prise dans son ensemble. En effet, nous détestons le mal que l'on nous fait de façon directe, mais on peut aussi ressentir un sentiment d'injustice face au mal
qui est fait à autrui, et ce de façon indirecte. Si j'assiste à une agression par exemple, je vais ressentir un sentiment d'injustice, de révolte, je vais sentir que ce qui a lieu ici est immoral, car nuisible à l'ensemble de la société dont je fais partie, car ça génère du désordre et de la mésentente, empêchant à celle-ci de fonctionner. De plus, j'ai suffisamment d'imagination pour m'imaginer dans cette situation et ne pas en vouloir non plus de cette injustice. Voyez, je suis capable de faire le parallèle entre ce que j'observe et moi-même si j'étais dans cette situation. Donc le simple fait de le constater et de l'imaginer pour moi est tout à fait désagréable. Mais là, vous voyez, on est sur quelque chose d'indirect qui nécessite la réflexion. La morale et la justice apparaissent donc comme liées à la réflexion et la prise en compte de l'intérêt commun. Ce sont des impressions de réflexion favorisées par la sympathie, pourrait-on dire. Attention, c'est la sympathie qui permet ça, c'est pas la raison. N'essayons pas de faire revenir la raison par la petite porte. Donc, enfin, Hume nous dit ainsi, je cite, « Nous partageons leur souffrance par sympathie, et puisqu'on appelle vice tout ce qui, dans les actions des hommes, donne à souffrir quand on le considère en général, et que l'on nomme vertu tout ce qui produit une satisfaction de la même manière, voilà la raison pour laquelle le sens du bien et du mal en morale suit la justice et l'injustice. Et bien que dans le cas présent, ce sens ne procède que de la considération des actions d'autrui, nous ne manquons cependant pas de l'étendre même à nos propres actions. » Fin de citation. La morale découle donc de la justice et de l'injustice que nous sommes capables de ressentir quand nous en sommes le bénéficiaire concernant la justice ou la victime concernant l'injustice. La vertu est ce qui profite à autrui en général, pas seulement à nous de façon particulière sur un court terme, tandis que le vice est ce qui nuit aussi bien à nous qu'aux autres, et le mécanisme de sympathie est ce qui nous permet d'en être conscients et d'en être affectés, puisque nous nous décentrons de notre point de vue limité à notre propre personne en partageant la souffrance de l'autre. En effet, par sympathie, une connexion s'établit entre nous-mêmes et notre prochain, et nous sommes capables de ne pas agir que de façon égoïste, en privilégiant le court terme, et en faisant passer par exemple que notre entourage proche ou notre famille en priorité en se permettant d'être irrespectueux avec le reste de la masse. Vous voyez, pour reprendre l'exemple de la forte population. Donc nous ressentons l'injustice commise comme désagréable et sommes capables de la fuir en la ressentant comme haïssable. La sympathie permet donc l'intégration du préjudice causé à l'autre dans notre jugement et d'en être affecté. C'est pourquoi nous sommes capables d'agir moralement et non pas de manière sans cesse immorale. La morale est donc une affaire non pas de raison mais de sentiment, les lois venant permettre de conjurer la faiblesse de la sympathie de quelques hommes en forçant ceux-ci à privilégier leur intérêt sur le long terme. Ce n'est donc pas parce que l'homme est égoïste que cet égoïsme l'empêche de se décentrer de lui-même et de se montrer vertueux. Les sentiments humains suivent une nature suffisamment sociale pour que la raison n'ait pas à apparaître comme un outil fondamental dans le développement de toute justice. Il reste néanmoins ce constat d'après lequel la morale repose sur la sympathie et donc qu'elle dépend du cercle auquel s'étend celle-ci. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.